Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié à l'actualité des Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et utilisez notre chaîne YouTube pour écouter l'émission et pour nous envoyer vos commentaires, vos états d'âme et vos questions. Ça nous fait super plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, on va clôturer la saison. Ça y est, enfin, j'ai envie de dire enfin, cette saison de l'enfer est terminée. On va essayer de clôturer la saison en beauté avec Quentin et Nico. Salut les gars. Salut Quentin. Oui, salut Barn. Effectivement, une émission qui a des allures de dernière sur cette saison, qu'on est très content de laisser derrière nous. Au final, les gars, est-ce qu'on n'est pas bien là comme ça en vacances au lieu d'aller se prendre un 4-0 face à OKC quand on voit ce qui se passe avec Memphis? Moi, franchement, je suis content de ce point de vue-là que les vacances soient arrivées dès maintenant, on va dire. Ça se passe plutôt bien dans tout ce désastre qu'il y a eu cette saison. Au moins, cette fin-là se passe à peu près bien, on va dire. Et salut Nico. Toi aussi, t'es en vacances? Écoute, salut tout le monde. Ravi d'être là une nouvelle fois. C'est un peu la dernière de la saison, mais ravi d'être là. Écoute, mon maillot de bain est dans la valise. On peut partir à Cancun juste après. Célébrer comme le reste de la NBA qui est désormais en vacances. Bon, c'est la dernière de la saison, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est pas la dernière de Howdy Mavs. Aujourd'hui, on va essayer de parler de ce dernier match de la saison. C'était contre Memphis. C'était le deuxième tour de play-in. Et puis, on va parler aussi malheureusement, de notre ami Nico Harrison qui a fait une conférence de presse. On va parler d'un article qui est sorti dans la presse sur ce qui s'est passé dans les 2 dernières années autour de lui et de sa gestion des Mavericks. Donc encore une fois, dans la deuxième partie de l'émission, on va vraiment parler de ça, mais essayons de clôturer cette saison avec l'analyse de cette défaite des Mavericks contre Memphis. C'était il y a quelques jours déjà, 120-106, c'était une belle petite fessée. Memphis dominant dans tous les compartiments du jeu. On s'attendait à ce que les Mavericks essayent d'accrocher les playoffs. On espérait que les Mavericks allaient pouvoir le faire, mais on a vu qu'ils en étaient loin. Et les gars, Memphis a complètement dominé, complètement mérité cette victoire et finalement, ça a remis en place notre esprit sur l'état actuel des Mavericks. Ouais, c'est le bon reflet de ce qu'on annonçait, en tout cas ce qu'on craignait, c'est-à-dire qu'on s'est fait, on va rester poli, on s'est fait battre sur les lignes arrière, on va dire ça gentiment, notamment avec Ja Morant et Desmond Bane. Il n'y a absolument aucune réponse, ou très peu de réponses en tout cas. On a aussi été pas aussi dominant qu'on l'espérait dans le jeu intérieur, malgré le grand match d'Anthony Davis. Et ouais, clairement, le score, il est quelque part flatteur. Hein. Honnêtement, on a pris une bonne fessée. Memphis, pour moi, était 3 crans au-dessus des Dallas Mavericks. Ils avaient envie et plus envie que nous. Et puis surtout, ils avaient beaucoup plus de talent et d'alchimie d'équipe. Donc, je veux dire, honnêtement, assez logiquement, on commence nos vacances. On a commencé nos vacances un peu plus tôt que prévu. Et on a ravi la team tanking qui voulait surtout pas qu'on gagne. Écoute, voilà, ça c'est fait, on peut passer à autre chose. C'est quelque part la bonne nouvelle. On passe à autre chose. Merci messieurs, dames. On se revoit l'année prochaine. Et on se prépare pour la draft. Je te disais, Memphis a vraiment dominé dans tous les compartiments du jeu, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Quand on regarde les rebonds, les passes, le pourcentage au tir, les points dans la peinture, les pertes de balles, tout a été mauvais pour les Mavericks. Vraiment, Memphis a surdominé. Excuse-moi, Quentin, tu allais dire un truc, mais je voulais remettre ça sur le devant de la discussion. Non, mais ça faisait partie en fait de ce que j'allais dire, c'est que pour moi, la première réaction, c'est qu'il y a quand même eu une logique qui s'est exprimée, qui est celle d'avoir 10 victoires d'écart entre 2 équipes qui s'affrontent pour les playoffs. Donc, il y a quand même un certain sens du mérite qui s'exprime. On n'est pas là comme à l'Est où il y a, je crois, 3 victoires d'écart entre Atlanta et Miami. Là, on est sur 9 ou 10 victoires d'écart. Avant l'existence du play-in, ça aurait été totalement normal que les Mavericks n'aillent pas en playoff. Voilà, c'est un petit peu le mérite qui a parlé. Les Grizzlies méritaient quand même bien plus que les Kings ou les Mavs d'y aller. Donc, de ce point de vue-là, le mérite a parlé. On a été dominé quart-temps 1, 2, 3. On a perdu les 3 premiers quart-temps. Et on a bien perdu le premier quart-temps d'ailleurs. Franchement, c'était très logique ce qu'on a vu globalement dans l'ensemble. Après, il y a effectivement des points sur lesquels, honnêtement, je suis déçu, et notamment sur le secteur intérieur où on pensait qu'on pourrait jouer jeu égal, voire être meilleur que
que les Grizzlies. Et en fait, il n'y a eu qu'un joueur de notre côté et c'est tout malheureusement. On en avait parlé dans la preview de ce match. On avait parlé de Jaren Jackson Jr. et de Zach Edey. Les deux ont sorti un match très solide. Jaren Jackson à 24 points, 10 sur 18. Et puis surtout, Zach Edey, vraiment 15 points, 11 rebonds, 7 sur 9. Il a aussi 2 contres. On s'est fait dominer à l'intérieur par ces deux joueurs. Et en face de ça, on a notre ami PJ Washington, 0 points. Notre ami Derek Lively, 0 points. Comment ça se fait qu'on s'est fait dominer autant à l'intérieur ? Honnêtement, moi je me félicitais dans le match précédent de PJ Washington qui allait toujours au charbon et qui était toujours présent. Pour le coup, là l'ami PJ, il est passé au travers. Hein. Prendre des fautes rapidement, il n'était pas du tout en réussite avec son tir, il n'était pas agressif offensivement. On a compris qu'il voulait se mettre une pelée défensive là, mais il n'était pas du tout là de l'autre côté du terrain et ça s'est vu. Et même chose pour Derek Lively à un degré moins d'Al Gafford. Donc ils se sont fait bouffer les deux là. Gafford et Lively, ils sont quand même fait bouffer par Zach Edey, qui est un rookie quand même. Hein, c'est un rookie, il n'a pas 18 ans. Il a fait un parcours universitaire plus étendu, c'est pas one and done, mais enfin quand même, aussi grande soit la saucisse Zach Edey, on n'aurait pas dû se faire bouffer autant. Bon, après, Jaren Jackson Jr., c'est un super joueur, il a encore montré, mais je pense qu'on n'a pas défendu avec l'agressivité nécessaire. Le genre d'agressivité qu'on a vu au match 1 entre Oklahoma et Memphis, vous voyez ce que je veux dire, qui fait que Memphis est tombé dans le gouffre. Et des derniers trucs à ajouter là-dessus, pour clore cette page un peu douloureuse, j'avoue que quand j'ai vu un peu la fessée qu'on a pu prendre, je repensais à ce que tu décrivais Quentin. Finalement, c'est peut-être bien de ne pas se taper au KC en premier match parce qu'on aurait eu les fesses toutes rouges, a priori. Hein. Comme Memphis a eu les fesses toutes rouges après Memphis, le premier match. Ils ont eu les fesses bien rouges. Là, c'est... 50 points d'écart quand même. Hein. C'est fantastique. Ça... Et puis en 4K devant tout le monde, hein, 21h30 le dimanche soir, honnêtement, tenant le compte Twitter, je suis bien content qu'on ne l'ait pas vécu celui-là, ça fait plaisir. Moi, par rapport à la domination de Memphis, on avait parlé dans de la preview du fait, pour revenir sur Zach Edey, le fait qu'il avait été très bien muselé par les Warriors, qui a fait des prises à deux, qui lui a fait prendre des fautes, qui l'avait rendu vraiment très, très peu dangereux, voire même inutile. On n'a pas du tout réussi de notre côté et j'ai vraiment été très déçu par le fait qu'on se fasse manger comme ça à l'intérieur. On a encore vu notre problème d'embouteillage qui je pense va devenir le mot qu'on va le plus répéter sur Audimabs si les 3 joueurs que sont Lively, Davis et Gafford sont là la saison prochaine. C'est-à-dire que c'est compliqué vraiment de trouver du temps de jeu à tout le monde parce qu'on voit que Davis poste 4 c'est peut-être ce que lui préfère, mais d'un point de vue de la victoire des possessions les plus intéressantes, les plus rentabilisantes, je ne sais pas si ça se dit, il nous faut plus AD en poste 5 quoi. Donc compliqué. Et puis on tombe en plus sur la nuit où PJ Washington nous fait sa pire performance offensive depuis qu'il est à Dallas, alors que d'habitude c'est vrai qu'il a porté quand même une dizaine, une quinzaine de points avec des pourcentages pas dégueux. On n'a pas pu faire grand chose, on s'est vraiment trop fait dominer. Peut-être, je sais pas quand c'est qu'on parle de Davis, il y a quand même eu un seul bon run dans le match là où on revient à 7 points. Et où il y a un 3 points qui passe à pas grand-chose. S'il rentrait, on passait plus qu'à 4 points. Et honnêtement, à ce moment-là, de la partie, j'y croyais à nouveau. Je crois que c'est dans le 3e quart-temps, ou début du 4e, je crois que c'est dans le 3e, où on s'est battu au moins. Voilà, on n'a pas baissé les bras en se prenant une giga branlée, quoi. Mais bon, voilà, l'écart était trop grand entre les deux équipes, rien à dire. On va reparler de ce 3e quart-temps et on va parler de Anthony Davis, mais j'ai juste une dernière question là sur la domination de Memphis. Est-ce que finalement c'est pas à l'extérieur que Memphis a été dominant et que du coup ça a brisé toute la défense des Mavs? Ja Morant, il était hyper agressif, hyper rapide et on avait l'impression que notre défense extérieure était à l'arrêt. Est-ce que c'est pas ça finalement qui a expliqué la défense chaotique des Mavs? Ouais, c'est ce que je décrivais tout à l'heure dans Pas de surprise malheureusement. La vitesse de Ja Morant, exceptionnelle de Ja Morant, hein, évidemment, et un degré moins de Desmond Bane, ça n'a fait qu'appuyer sur une faiblesse qui est clairement identifiée depuis un paquet de temps, qui est la faiblesse de notre défense extérieure. Et là, t'as un duo qui était bien chaud, qui en plus était plutôt adroit.
est quand même bien talentueux. Donc, ils ont appuyé là, ça faisait mal. Et donc, clairement, ils étaient, je crois que tu disais, c'était l'équipe numéro 1 en pace là, en NBA. Et ben, ça s'est vu en fait. Donc, nous, je les ai trouvés extrêmement lents et surtout très mal organisés défensivement. Ça manque un manque de repères offensifs sur les rotations extérieures et ça s'est vachement vu. Donc, on s'est fait archi dominer par la vitesse et l'adresse de nos deux joueurs lurons là, qui nous ont fait bien mal. Et c'est quand même, tu vois, je vois, Morant qui finit à, enfin c'est ça le pire, c'est qu'il est pas très performant au tir, il me semble. Donc 7 sur 24 au tir, 22 points. Effectivement, il n'était pas hyper efficace. Ça aurait pu être bien pire en fait. Dans ce match, Bane a fait du Bane, un match à 50% au tir quoi. Mais Morant, ça aurait pu être vraiment pire, je pense. Je sais pas, il était clairement gêné là. Il a eu une injection de je sais plus de plasma ou je sais pas quoi dans la cheville avant que le match commence. Donc il était gêné le gars. Moi vraiment, ce qui me déçoit, c'est le fait que les intérieurs se soient baladés comme ça. Autant Jaren Jackson Jr. ok, mais Zakidi, ouais, ça me gêne plus. Et pareil, Aldama en sortie de banc, des fois c'était trop facile pour lui. C'est pas normal. On revient en fait que cette équipe, soi-disant défensivement, elle est excessivement forte. Là, il manque que Kyrie Irving, donc tu n'as aucune excuse pour dire que ta défense intérieure est mauvaise. Et pourtant, on a des joueurs, je ne vais pas dire lambda non plus, mais en tout cas de sortie de banc, comme Santi Aldama, là, qui arrivent à globalement se la régale à l'intérieur. Moi, c'est vraiment ce point-là qui m'a déçu. Et après, défense extérieure aussi, on a vu Desmond Bane se retrouver trop seul à 3 points plusieurs fois. Mais c'était plus ou moins attendu, en tout cas de mon point de vue. Donc c'est vraiment l'intérieur moi qui me déçoit de cette équipe qui pourtant normalement est censée être construite pour être forte face à ce genre d'équipe. Après honnêtement la notion de les Mavs, un changement d'identité, c'est une équipe défensive forte. Je suis désolé, c'est pas une équipe défensive forte sur chacun des postes. C'est une équipe défensive forte à la limite sur 3-4-5 dans le meilleur des cas, si t'es généreux. Mais c'est aucunement une équipe forte sur les portes extérieures. Et une nouvelle fois, ça s'est vu. Hein. Ja Morant, alors après, Ja Morant, c'est peut-être plutôt de l'impression visuelle. Parce qu'effectivement, il n'est pas incroyablement adroit. Mais tu avais l'impression qu'il passait à travers la défense, mais à chaque fois. Et avec une cheville en moins, il rentrait ça comme dans du beurre. Il n'y a pas de question. Ça semblait assez facile. Donc c'était assez consternant, même visuellement. Et c'est assez décourageant. C'est pas juste un manque d'adresse, c'est... en fait, c'est facile, on fait ce qu'on veut dans la défense. Donc là, tu sens que tu es mal barré quand tu as cette impression visuelle. En fait, Bane, il a 9 passes et Morant, il a 9 passes. Donc, comme tu dis, ils ont transpercé les lignes arrière et ensuite, ils ont fait des passes aux intérieurs qui ont fini autour du cercle. C'est pour ça que Memphis a explosé les Mavs en termes de points dans la peinture. 60 points pour Memphis dans la peinture, ça fait mal. Mais bon, c'est quand même dommage d'avoir gâché le premier gros match d'Anthony Davis. Parce que finalement, s'il y en a un qui a fait un gros match, surtout en attaque, c'est lui. 40 points, 9 rebonds. Il a été à 16 sur 29. En fait, l'attaque, elle est venue de lui. Le run dans le troisième quart-temps, c'était lui. On lui donnait la balle. C'est lui qui a remis les Mavs sur pied. Dommage d'avoir gâché le premier gros match de Davis avec les Mavs. Premier gros match, on peut pas dire ça, parce qu'il y a Houston où il nous fait quand même un très gros match, même s'il dégage au bout de 2 quarts-temps et demi, et le match était déjà incroyable. Mais pour son premier match complet, où effectivement il fait une performance de franchise player, c'est très frustrant, et ça m'a rappelé moi des flashs de Luka Doncic où il était super fort, et autour les gens y répondaient pas, tu vois. Donc l'ironie de la situation est quand même assez folle, avec un Davis qui s'est donné jusqu'au bout. On l'a vu sur la fin, il avait l'air quand même gêné physiquement. Et il est pourtant re-rentré alors que le match, honnêtement, il était plié de chez plié. Donc bon, il y avait de l'envie, il y avait l'attitude de sa part. Mais bon, face à un collectif, quand tu as une star trop seule, ça peut pas le faire. Donc oui, c'est frustrant. Même si encore une fois, d'un certain côté, on est un petit peu content de l'avoir perdu ce match de play-in. Mais j'aurais bien aimé que ça soit plus serré quand même que ça. Parce que Davis le mérite globalement par rapport à tout ce qui se passe depuis 2 mois. Il mérite quand même de faire ses belles performances et d'avoir la reconnaissance de la fanbase. Ouais, en tout cas, c'est cool de le voir performer au moment où ça compte vraiment. Parce que c'est comme ça que tu attends d'un franchise player. Tu as envie qu'il soit bon tous les soirs, mais lorsque ça compte particulièrement,
c'est là où il est censé vraiment faire la différence et montrer un peu qu'il est un joueur d'un autre calibre. Donc c'est ce qu'il a très bien fait, mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, il était beaucoup trop isolé pour, malgré les séries d'exploits quand même qu'il a enchaîné. Il a réussi le global qu'il a pu avoir, il était quand même beaucoup trop isolé pour remporter le match tout seul. Donc merci Anthony Davis, mais effectivement, on peut faire la petite valise pour Cancun. D'ailleurs, on a appris qu'il n'y avait rien de grave sur la blessure qu'il a à la fin du match. Ça a été déclaré pendant la fameuse conférence de Nico Harrison que tout va bien pour Anthony Davis, qu'il n'y aura pas besoin d'opération ou quoi que ce soit. Donc au moins ça c'est bon signe pour commencer l'été. Davis n'a rien. C'était peut-être pas le cas de tous nos joueurs, mais en tout cas Davis lui va bien après ce match-là. En tout cas, je pensais à toi, Quentin, quand je voyais le match vraiment raté de Dereck Lively, et je pensais à l'embouteillage à l'intérieur dont on parlait. C'est qu'un match, mais il s'est pas aidé, l'ami Dereck Lively là-dessus. Moi, je l'attendais beaucoup plus dominant dans ces matchs qui comptent. Une nouvelle fois, face à un pivot rookie, il est malheureusement passé au travers. Et j'ai pas envie de croire que c'est une forme de déficience physique. Donc, c'était super décevant. Ouais, je sais pas. Oui, je suis d'accord, c'est décevant. Je dis je sais pas dans le sens où on verra comment se passe la saison prochaine, mais peut-être qu'on va aussi se demander à quel point est-ce que Luka Doncic a pu nous donner une si belle impression de Dereck Lively. C'est sûr que ça reste un très bon joueur qui a un très fort potentiel, mais on l'a peut-être vu un peu trop haut par rapport à son vrai potentiel en l'absence d'un joueur générationnel comme Luka Doncic à côté. Je sais pas. Je pose la question et on verra bien ce que ça donne. Mais oui, il est passé à côté de son match. Et encore une fois, Gafford, lui, avec plus d'expérience, fait un meilleur match que Lively. Les deux se partagent 20 minutes, du coup. Et les deux, on les a pas vus, pas beaucoup vus. Donc bon, on va voir comment ça se goupille tout ça l'an prochain. Si les deux sont là le jour de la reprise, ce qui n'arrivera pas. Je vais prendre ma petite boule de cristal qui marche pas bien, qui est pas encore cassée mais qui se rapproche d'être cassée. Je ne vois pas un scénario où Dereck Lively, Daniel Gafford et Anthony Davis sont sous le maillot des Mavs l'année prochaine. Et après, pour rajouter un dernier truc sur ce sujet-là, clairement, on est déjà dans un scénario, je pensais que ça prendrait plus de temps, on se rend compte que Anthony Davis sera plus performant au poste de pivot. Je sais ses envies de jouer au poste 4, mais je partage ton analyse. Plus que jamais, il est beaucoup plus efficace et plus intéressant, je trouve, au poste de pivot. Alors, je sais qu'il n'a pas envie de jouer là, sauf que dans les faits, c'est là vraiment où il apporte plus de valeur. Donc, on verra où ça nous amène tout ça. Totalement. Mais avec une NBA qui devient comme ça de plus en plus à des fois savoir jouer petit, etc. C'est logique. Ce n'est que la logique que Heidi joue poste 5. Et en plus, on sait que le tir à 3 points n'est pas son fort. Il a encore remontré dans ce match-là. Et donc en se mettant au poste 4, malheureusement, c'est un poste aussi qui implique de prendre plus de tirs à 3 points. Et c'est clairement quelque chose que je ne veux pas. Mais bon, là, on s'embarque un peu dans des discussions... pour l'année prochaine, on n'en est pas là. Finissons un peu de parler des autres joueurs. Il y en a quand même 2-3 autres qui ont montré des belles choses. Notre copain Brandon Williams qui encore, je trouve, dans le marasme sur les lignes arrière, c'est quand même assez détaché. Comme un des éléments plutôt positifs, parce que lui, globalement, statistiquement, il fait un bon match, dans l'impression visuelle aussi. Et moi, je l'ai trouvé engagé aussi. Donc, c'était plutôt cool, l'ami Brandon Williams. Je t'ai perdu quelques instants, Nico, mais j'espère que c'est bon pour tous les autres. Oui, globalement, Williams nous fait encore la continuité de ce qu'il a fait avant. Sortie de banc très bon, alors qu'il y a quand même une grosse pression et qu'il s'est retrouvé être un porteur de balle important. Il était bien défendu, etc. Il est resté serein, resté propre dans son jeu. Donc c'est très bien pour la suite de l'aventure. On rappelle qu'il est signé, il sera avec nous l'an prochain. Donc on est bien content de l'avoir déjà dans l'équipe pour la saison prochaine. On voyait bien comme tu l'avais dit. Vas-y, Bern. Non, mais on voyait bien les temps où il était là sur le terrain et les temps où il n'était pas là. Il est quand même. Je sais que ce plus-moins n'est pas une stat très importante, mais il est à plus 4 sur ce match, alors que les Mavs perdent de 16 points. C'est un signe quand même qu'il a un bel impact. Il en a fait un petit peu trop parfois. On a l'impression qu'il voulait faire tout seul au début, mais après il a retrouvé un peu
cette intelligence de jeu, et il a fait combien de passes, notre ami 7. 7 passes, c'est pas mal quand même. Ouais. Non, c'est un très bon match. Il y a eu 2 and one, j'ai noté, qui étaient extrêmement importants aussi dans ce troisième quart-temps. Il faut vous régaler de cette impression visuelle qu'il laisse là, quand il est à la fin du deuxième quart-temps, premier quart-temps, je ne me rappelle plus maintenant, où il remonte la balle absolument tout seul, il fait un slalom façon Cirque Pinder et il finit au buzzer main droite, je crois. Tout ça en remontant le terrain en peu de secondes, c'était spectaculaire. Donc il laisse aussi quand même... pour moi, c'est un des motifs d'espoir globalement pour l'année prochaine. Là, tu te dis, tu nous as fait rêver, là, tu nous montres que tu as plus de qualité que ce qu'on imaginait. Tu as step up ton game. Qu'est-ce que tu vas donner l'année prochaine? J'ai hâte de le revoir l'année prochaine. Je suis assez d'accord, mais d'un autre côté, si Brandon Williams est un motif d'espoir pour l'an prochain, ça ne me donne pas beaucoup d'espoir pour la saison prochaine, tu vois ce que je veux dire. Je suis totalement d'accord avec toi, Nico, c'est cool, je suis vraiment content qu'il soit là, mais putain, avec Dinwiddie, Exem qui je pense vont partir, le Irving qui sera pas là pendant au moins 2-3 mois. Ah là là, bref. Ouais, ça va être la rotation et les changements. J'ai du mal, quand tu vois ça là et le poids qu'il est en train de prendre, j'ai du mal à croire effectivement que à la fois Exum et Dinwiddie sont encore dans l'effectif l'année prochaine. Ouais. Je pense qu'on en garde un max. Et encore, ça sera probablement un salaire qui va être très faible. Totalement. Bon, et un dernier joueur à citer qui a été plutôt bon aussi dans ce match et finalement qui nous fait une saison très correcte au final, c'est Klay Thompson. Parce que j'ai envie quand même qu'on apprécie ces 18 points, c'est 7 sur 15, il a jamais lâché. Et finalement, on l'a beaucoup critiqué en début de saison, mais quand on ferait le bilan, peut-être qu'on fera un bilan dans quelques temps, il a fait une belle saison et je tiens à le souligner. Je trouve que cette fin de saison, effectivement, qui s'inscrit dans globalement une sorte de régularité, m'amène à dire qu'il a fait ce qu'on attendait de lui sur cette saison, voire un poil plus. Donc, honnêtement, avec le recul, je pense qu'on dira que cette saison de Klay Thompson à Dallas, malgré tout le marasme, elle est globalement réussie. C'est pas une immense réussite, mais en tout cas, ce n'est pas un échec. Il a montré que il peut apporter. Et puis là, dans des matchs qui comptent, le match de play-in, c'est une sorte de play-off, des Game 7, vous voulez comme vous voulez. Il a montré qu'il était là. Donc on a souvent dit, notamment avec Nico, que Klay Thompson, il foutait les boules parce qu'il ne se sentait pas concerné sur des matchs de saison régulière, ce qui peut se comprendre quand des fois tu es quadruple NBA championne. Là, en play-in, il s'est montré, ça donne envie d'en voir plus l'an prochain en play-off, cette fois-ci, on l'espère. Est-ce que vous avez vu son interview d'après-match ? Ouais. Incroyable. Elle veut tout dire. Il regarde le journaliste et il lui dit non, tu peux pas me faire ça. C'était assez drôle en disant non, je peux pas répondre à ça. Tu peux pas me faire ça parce que sinon, voilà, avec des si on ferait le tout. J'aurais pas eu de blessure, ce genre de choses. Donc oui, bon, ça résume bien le fait que je pense qu'il est dégoûté au final de voir comment la saison s'est passé. On aurait aimé que ça se passe autrement. D'ailleurs, après la saison, on vient de perdre Barnes, il me semble, Nicolas. Ouais, je pense qu'il a vraiment finalisé sa valise pour Cancun lui aussi. Ouais. Il a mis la crème solaire et il va nous rejoindre là-bas. Bah écoute, on avait à peu près terminé de parler du match, je pense. On va terminer sans lui. Tu avais d'autres choses à rajouter sur le match ? Non, moi sur Klay, je suis quand même content de la réaction. Je pense qu'il a une vraie réaction d'orgueil. Et rien que pour le joueur, moi une nouvelle fois, je suis pas un énorme fan de Klay Thompson, mais pour lui, c'était quand même moche l'année dernière, là, sa fin à Golden State sur ce match à 0/10. Là. Je suis quand même content pour lui qui monte dans ces matchs qui comptent, t'as raison. Il est bon. Il est pas incroyable, mais il a vraiment été au niveau, il a fait ce qu'on attendait de lui, donc c'est bien. C'est plus, effectivement, autour de lui, c'est pas le supporting cast attendu, et je comprends la déception. Il l'a pas dit, mais je comprends la déception. Ouais. Et du coup, c'est PJ Washington qui nous fait une Klay Thompson. Terminer sa saison par un match de play-in à 0 points. Ouais, ça s'appelle choke, comme on dit en anglais. Je n'attendais pas ça de mon gars sûr, justement. PJ Washington, là, pour le coup. Non. Ouais, écoute, c'est comme ça.
Je regarde les lignes de stats là. Bon, 10 secondes sur Naji Marshall qui nous fait du Naji Marshall. Hein. Encore un match propre et un vrai soldat, mine de rien, jusqu'au bout, jusqu'au dernier match. Ça fait partie des gars, j'espère quand même, et je pense que Nico Harrison va le garder. J'espère vraiment qu'on va le garder dans l'effectif parce que c'est des vrais joueurs qui peuvent lier un groupe et apporter, je pense, une sorte de lien collectif. Ouais. Après, j'imagine pas de toute façon la révolution de Palais, ils vont changer toute l'équipe du sol au plafond. Hein. Je m'attends à quelques ajustements, notamment sur le poste de meneur, mais je serais étonné quand même qu'ils changent complètement tout. Et je pense qu'ils vont changer le poste de meneur. On va probablement dégager un de nos pivots parce que finalement, il y a quand même sacrément embouteillage. Et on va vouloir renforcer un peu sur le poste, probablement le poste 1 en attendant le retour de Kyrie. Et un poste 1-2 polyvalent éventuellement. Bon, en tout cas, c'est ce que je verrai. Après, on verra les opportunités de marché. On verra la draft aussi. Tiens, je fais la transition magnifique. Et oui. Puisque Barnes est à Cancun. Sur quelque part la bonne nouvelle, parce que perdre, ça veut dire qu'on choisit plus haut, a priori. Exactement. 11, c'est ça, hein. C'est ça, Quentin, 11. C'est ça. Donc, le fait j'ai expliqué dans l'émission d'avant, le fait de participer au playoff fait que tu ne participes pas à la loterie et vice-versa. Et comme Miami, qui était une équipe qui était moins bien classée que nous, participe finalement au playoff, ça fait gagner à tout le monde une place à la draft, parce qu'au final, ils ne participent pas à la loterie. Donc maintenant, en fait, on était soit 11e, soit 12e, vu qu'on est égalité avec les Bulls. Et dans ces moments-là, il y a toujours en fait un lancer de pièces, donc une chance de 50% pour savoir en fait arbitrairement qui occupe la place 11 et qui occupe la place 12. Et on a gagné le lancer, donc en fait, nous occupons avant la loterie la place 11 de la draft 11. Et les Bulls ont la place 12. Ouais. Par contre, on se partage les pourcentages de chance pour la loterie. Donc je rappelle, la loterie, c'est pour tirer les 4 premières places de la draft. Et je les ai pas devant les yeux, mais il me semble que nous avons donc 1,8% de chance d'avoir le pick numéro 1, 2% de chance d'avoir le pick numéro 2, 2,2 le pick numéro 3, et le pick numéro 4, ça doit être à peu près pareil. En gros, c'est du... Comment ? 2,5 pour le pick numéro 4. 2,5 pour le pick numéro 4. Donc, grosso modo, c'est du 2% pour avoir chacun de ces picks-là. Si vous additionnez, ça fait 8,5% de chance d'avoir un des picks du top 4. Et puis, si on n'a pas le pick du top 4, on ne peut pas être 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous serons forcément soit 11, soit pire. Parce qu'évidemment, si une des équipes qui est en dessous de nous, c'est-à-dire les Kings ou les Bulls, montent à la loterie, s'ils sont chanceux, ça nous fera évidemment reculer d'une place. Donc en gros, grosso modo, on a environ 75% de chance d'être 11e, 13% de chance d'être 12e, et 8,5% de chance d'être très très heureux parce que nous monterons à la loterie. Voilà, ça sera le 12 mai. J'espère qu'on se fera un Audi Mavs d'après loterie, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on est monté, et ça serait magnifique et mérité, vu la saison de merde que on se tape tous là. Ça serait mérité. Je dis pas Cooper Flag forcément, mais si on peut déjà être dans le top 4, ça serait magnifique. Il y a quand même a priori, il y a des talents générationnels en plus de Cooper Flag dans les top 3, top 4 de la draft. Donc monter à la draft et avoir la grande réussite, pour dire ça poliment, de se retrouver dans un top 3, ce qui a quand même peu de chances d'arriver, mais on a le droit d'espérer après cette saison cauchemardesque. Ça changerait complètement l'identité de l'équipe l'année prochaine. Totalement. Je l'avais déjà dit, tout ce qui est draft et tout, moi c'est clairement un point faible, j'ai pas trop le temps de m'y intéresser, mais je sais juste que globalement, le numéro 2, un petit peu derrière Cooper Flag, il me semble que c'est quand même aussi un poste 1-2, le Dylan Harper là. Et que le fils de Ron Harper, hein. C'est quand même exactement, magnifique. Oui, on parle pas de l'ADN là est plutôt pas mal. Après le reste, honnêtement, je connais pas du tout. Il va falloir qu'on se renseigne. Il y a des très 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 bons comptes spécialisés là-dessus, donc on va un peu se renseigner quand on saura si on est 1, 2, 3, 4 ou si on est 11. Parce que si on est 11, comme chaque année, c'est très passionnant de voir un peu ce qui tourne autour de ces postes-là et voir qu'est-ce qu'on veut chercher. Mais c'est sûr qu'on devrait aller chercher un poste 1, 2 et puis si possible un joueur qui puisse être plus ou moins NBA ready. En tout cas, il y aura des grosses discussions à voir. Est-ce que tu vises le win now? Parce t'as un Kyrie et un Davis qui ont 32, 33, 34. Donc, c'est-à-dire, tu trades ton pick de draft, ou est-ce que tu cherches vraiment à développer un jeune? Alors, moi, j'ai creusé un peu cette idée-là. Donc, Dylan Harper, juste pour revenir rapidement, il y a quand même très, très peu de chances qu'on l'ait, mais qui est annoncé comme le numéro 2 de la draft, donc qui est le fiston de Ron Harper, qui est capable de jouer sur les postes 1 et 2, qui est apparemment un gros talent générationnel.
s'il pouvait arriver à Dallas, ça nous simplifierait nettement la vie et effectivement, dans la structure de l'équipe pour l'année prochaine, ça permettrait de faire des choix relativement faciles. Je regardais un petit peu le mock draft là. Si les Mavs choisissent à la 11e place, parmi les prévisions, c'est Jeremiah Fields, qui est un jeune meneur de jeu de Oklahoma, des Sooners, qui est a priori le plus gros talent de la fac depuis l'ami Trae Young. Ah oui. Donc jeune parce que 18 ans, donc ça serait one and done. Ouais. Donc il va pas passer trop de temps à l'université. Par contre, gros talent. Et puis il a le grand mérite aussi d'être né le 14 octobre comme moi, donc je me dis que c'est quelqu'un de bien, forcément. Non, blague à part, je ne sais pas si c'est le choix qui va être fait, mais il y a quand même des talents au poste de meneur à la draft, donc ça peut être une façon de step up l'équipe aussi, c'est via la draft. Mais ça prendra peut-être plus de temps. Et puis honnêtement, je sors un peu du sportif, mais pour qu'on puisse aussi émotionnellement se réinvestir un peu dans cette équipe, on a longuement parlé un peu des blessures qu'on a tous émotionnelles par rapport à tout ce qu'a fait Nico Harrison. Honnêtement, il y a partir sur des jeunes, des rookies, c'est la meilleure chose à faire parce qu'on peut recommencer aussi un nouveau cycle. Et j'aurais plus de facilité, à me réinvestir dans un jeune, qui sort un peu nulle part pour essayer de passer à autre chose que si on trade pour obtenir, je dis n'importe quoi, un Kobe White ou un truc comme ça sur un joueur. Comme Brandon, comme on disait la dernière fois. Ouais, non, Brandon il est vraiment finito. Je sais pas, Kobe White, tu vois, peut-être qu'ils vont se dire qu'il pourrait faire du bien à cette équipe, je sais pas. Donc voilà, vraiment, si d'un point de vue émotionnel, j'ai envie qu'on garde un jeune, quoi. Non, mais je comprends. Et moi, j'avoue que je suis beaucoup plus dans cette idée-là, un peu de 109 qui prennent peut-être un peu plus de temps à développer. Donc, Jeremiah Fields, 18 ans, c'est quand même très, très juste. Mais il y a quand même des meneurs qui ont 2 ans d'université et qui sont capables d'être un peu plus près à la NBA. Puis ouais, c'est cool d'avoir des nouveaux visages et d'avoir un peu de 109, quoi. Après, tu te dis, de toute façon, si tu choisis à la 11e place, tu as des talents, tu n'as pas de certitude. Hein. C'est toujours la grande interrogation entre 11, 12, 13. Tu peux prendre ta jolie boule de cristal. Ta capacité après à faire un super choix, tu peux arriver avec le max de certitude possible. Tu as toujours des surprises. Hein. C'est la magie de la draft aussi. Hein. Ouais. Mais tu as aussi des joueurs potentiellement exceptionnels autour de ces places-là. Donc il faudra vraiment qu'il y ait un bon taf qui soit fait par nos équipes de scouting. Je crois que Devin Booker, c'était 11, je crois. Enfin bref, voilà. Tu as des joueurs qui peuvent te changer une franchise autour de cette place-là, clairement. Après, la grande question, c'est est-ce que tu vas drafter au potentiel en te disant c'est un potentiel qui va éclore sur 3-4 ans, ou est-ce que tu vas drafter je suis déjà prêt pour la NBA. Et c'était le grand débat avec Desmond Bane. Hein. On disait que son plafond était relativement bas, mais il était quasiment NBA ready dès le début. Donc là, c'est un peu la même interrogation, quoi. Ouais. Et souvent, ça se passe plutôt bien sur ces joueurs-là. Pareil, Brunson, s'il était descendu si bas, c'est parce que, soi-disant, il était très vieux, alors qu'en fait, on avait beaucoup de certitudes sur ce qu'il pouvait apporter, et ça s'est quand même très très bien vérifié. En tout cas, pour répondre à ta question, si on draft au talent, et que le meilleur talent possible, c'est un pivot qui est disponible quand c'est à nous de jouer, ouh là là, c'est plus un embouteillage, là, c'est... Ouais, donc on va drafter au talent, mais après là, je pense que si on choisit dans le top 3, on draftera au talent. En notant 11 ou 12, bon, après là, on va s'adapter. Hein. C'est ça. C'est plus grand-chose. Il y aura plein de questions. Oui, je suis là. On dirait de l'aéroport. J'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas si c'est le cas, mais on aura l'occasion d'en reparler, de savoir ce que les Mavs vont faire pendant cette draft. Est-ce qu'ils vont trader leur pick? Est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher un win now? En tout cas, on sait que Nico Harrison, lui, il est pas frileux et qu'il veut faire des deals, il veut faire des moves. Donc, a priori, vu son historique, il va continuer à faire ça. J'aimerais qu'on parle de lui d'ailleurs parce que encore une fois, il était dans tous les médias cette semaine et on l'a vu notamment en vidéo cette fois-ci en train de se faire interroger par les journalistes. D'ailleurs, c'est un peu étrange de refaire une interview de fin de saison alors que 2 jours avant, il avait fait son interview à huis clos. Bref, Nico Harrison, on l'a retrouvé tel qu'on le connaît. Il était, mais sauf que cette fois, il a répondu directement aux journalistes. Il y a d'ailleurs un journaliste qui lui a posé la question. Tout le stade criait Fire Nico pendant le match contre les Lakers. Pourquoi est-ce que vous devriez
pourquoi vous ne devriez pas être licencié? Et donc là, il a dit qu'il était le meilleur à ce poste, que son équipe c'était la meilleure. Enfin, en gros, il a aucune remise en question. Et donc ouais, ça nous a conforté sur le fait qu'il a vraiment il est vraiment un but de lui-même et qu'il a ultra confiance en lui-même. Il a aucun regret. Qu'est-ce que vous avez pensé est-ce que vous l'avez regardé cette interview de fin de saison? J'ai regardé ça en direct, notamment parce que, comme tu dis, très bizarre ce timing. Faire une conférence une semaine après une conférence qui était à huis clos, c'est une sorte pour moi d'aveu d'échec en montrant qu'en fait ta conférence de merde là, à huis clos, t'aurais jamais dû la faire. Et honnêtement, je m'étais dit que les journalistes qui vont être sur place, là, ils vont se lâcher. Parce que cette fois, tous les journalistes de locaux pouvaient venir. Enfin, pas que locaux, mais les locaux étaient invités. Ceux qui avaient mal pris aussi le fait de ne pas être invités. Et je me disais qu'ils allaient vraiment poser leurs questions, qu'ils allaient y aller. Et ça a été le cas. J'ai été un peu déçu que Tim McMahon, parce qu'il est quand même le meilleur pour poser des questions chaudes, n'était pas là, parce qu'il couvrait OKC, là. Mais on a eu quand même des très bonnes questions, dont celle que tu viens de donner, Barnes, le mec qui lui dit pourquoi ne devrions pas être virés. On a eu des déclarations lunaires quand même. Quand il répond à la question, est-ce que vous attendiez une telle vague par rapport à Luka, et qui dit je savais que Luka était aimé, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Vraiment, il y a une part de moi qui me dit que dans le fond, derrière son air très stoïque, il sait qu'il veut nous faire enrager. Je sais pas, c'est pas possible de dire ça. Mais en fait, il se dédouane avec les blessures, c'est-à-dire qu'il dit, je savais que Luka était proche des fans, mais je pensais que en gagnant des matchs, on allait pouvoir passer à autre chose et on allait pouvoir oublier en fait un petit peu plus Luka. Donc il a vraiment mis la faute sur les blessures plus que sur sa décision de trader Luka. De toute façon, il ne reste plus que ça. Donc de toute façon, tu joues avec les dernières cartes que tu as en main. Moi, ce que je me suis dit quand j'ai entendu ça, quand même une ânerie, mais alors de première catégorie, je me suis dit, il n'y a pas que Capitaine Flamme qui est sur une autre galaxie. Je pense que Nico Harrison, il est sur une autre galaxie là. Et ce qui m'amuse quand même, c'est que là, on sent quand même qu'il a le souffle qu'atteignent ses oreilles là. Je lis ici et là que l'ami Patrick Dumont là, il est quand même pas très content de ce qui se passe. Lui très déconnecté de toutes ces réalités, il dit mais tu aurais peut-être pu me prévenir quand même que les fans n'allaient pas être contents si on allait trade Luka Doncic. Tu as vraiment le honneur qui est genre sur d'autres sphères. Donc il a quand même un vent très négatif le concernant. Après, pour justifier cette conférence de presse, de toute façon, c'était assez clair. On a dit que la conférence de presse précédente, la conférence de presse façon Guantanamo, là, elle avait été ordonnée clairement par Patrick Dumont. Donc, on lui a demandé d'exécuter. Donc, il a exécuté. Donc là, c'était sa propre conférence de presse. Moi, je le lis comme ça. C'est pour ça que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a demandé. C'est lui qui a décidé de la mener. Et c'est lui qui a décidé de raconter son histoire. C'est comme ça que je le lis. Donc après, effectivement... pas très possible, intéressant. Et qu'au final, le débile dans l'histoire, ça c'est Patrick Dumont qui a demandé la conférence la semaine dernière. En tout cas, tout ce qui se passe là confirme vraiment que je pense que Nico Harrison est très loin d'être bête. Par contre, il a un ego surdimensionné, il a un but de sa personne, il veut tout contrôler. Et par contre, ça nous confirme aussi, là, ce qui sort un petit peu, là, que par contre, Patrick Dumont, lui, il est peut-être effectivement loin d'être intelligent, en tout cas d'un point de vue basketball. On a vraiment l'air d'être sur un milliardaire qui achète une équipe de basket sans connaître grand-chose au basket. Tu prends les déclarations sur Shaquille O'Neal, où là, en mode je ne m'attendais pas à ce que les fans soient énervés que Luka soit viré. On est quand même sur un QI très très fort. Pour revenir quand même sur moi, quelque chose qui m'a vraiment énervé pendant cette conférence de presse, il y a un autre journaliste qui lui pose la question, qui le remet face à pour moi quelque chose qui est assez factuel, c'est qu'il y a quand même un déséquilibre dans ce trade. Pourquoi ne pas avoir récupéré plus que juste un tour de draft et Anthony Davis pour Luka Doncic? Et Nico Harrison répond que en fait, si vous ne comprenez pas ce trade, c'est que vous ne donnez pas la valeur du joueur qu'est Anthony Davis. En fait, par cette phrase-là, vraiment, Nico Harrison met Anthony Davis et Luka Doncic au même niveau. Donc, il parle d'un
d'un joueur qui a 25 ans, qui est 4 ou 5 fois à la NBA First Team, je sais plus, et d'un joueur qui effectivement est exceptionnel, mais qui est sur la pente descendante de sa carrière et qui est loin d'être aussi fort que le joueur dont on parle, qui est bien plus jeune, et il les met sur le même niveau. Et ça, vraiment, ça me met hors de moi, parce que même les gens qui sont d'accord, qui trouvent que ce trade est bon pour l'équipe, seront d'accord pour dire qu'on aurait pu avoir bien plus que ça. Et Nico refuse de parler de ça ou de l'admettre. Et c'est peut-être l'élément, en tout cas, le plus factuel qui, moi, en tout cas, m'énerve le plus en enlevant les sentiments. Et il a d'ailleurs aussi dit, nous prenons des décisions sans les sentiments. Donc il a bien au moins confirmé qu'ils prennent des décisions comme des robots et qu'ils ne laissent pas leur cœur agir. Ce qui peut s'entendre des fois pour un general manager, ok. Mais là, c'était plus pour la blague un peu. Je vous invite à revoir Moneyball, si vous n'avez pas vu Moneyball. Que cet excellent film sur le baseball avec Brad Pitt dans le rôle du general manager de Oakland. Mais je rajouterai un dernier truc. Je regardais une scène des NBA là, avec l'ami Shaq, Charles Barkley, Kenny Smith. Et Shaq c'est vraiment un gars assez marrant quand même. Et en gros, pour moi, il a tout résumé ça en 2 phrases. Et en gros, il a dit de Nico Harrison, mais en fait, Nico Harrison, il veut se faire des amis. Et alors qu'en fait, il dit il voudrait être aimé. Et le meilleur conseil que Shaq lui donnait, c'est juste de se concentrer sur son travail. En fait, arrête de te montrer en avant, ce que disait Charles Barkley. Arrête de faire des conférences de presse, mon pote. En fait, vraiment, faut se taire. Arrête de faire des conférences de presse. Concentre-toi sur ton travail et apporte une réponse par ton travail. Mais bon, une nouvelle fois, l'ego. Ah oui, c'est affreux. Il y a un journaliste qui lui dit texto. Vous avez sûrement vu, on n'en a pas parlé là. Il y a eu une interview qui a été faite de Luka Doncic par Malika Andrews, qui honnêtement était très 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 pénible à voir. M'a fait vraiment, premier degré, elle m'a vraiment rendu très très triste. Parce que Luka parle du trade et parle à quel point. Donc il montre le téléphone qu'il a fracassé quand il a appris le trade de colère. Et puis à la fin, elle lui dit mais vous auriez fait toute votre carrière à Dallas. Et Luka qui répond, mais en plus avec la voix, qui lui dit évidemment, c'est une question facile. Mais vraiment, en fait, il parle comme si c'est une évidence. Et peut-être je suis naïf, mais je le sens vraiment très 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 honnête dans sa réponse. Et franchement, moi, ça m'a fait très très mal cette interview. Bref, un journaliste lui parle de cette interview en disant Luka dit qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que vous auriez parlé mal de lui. Et Nico Harrison qui répond au journaliste mais je n'ai jamais parlé mal de Luka et moi aussi j'ai juste envie de parler autre chose. Voilà, il s'enfonce, il en remet une couche. Alors que bon, on va peut-être en arriver de parler de l'article là de McMahon, mais s'il y a un truc qui transpire de tout ça, c'est qu'on sait bien que Nico Harrison, il cherchait à dégager un peu Luka Doncic pour des soucis de conditioning, de santé physique ou je sais pas quoi. Mais donc dire comme ça devant tout le monde, je n'ai jamais parlé en mal de Luka Doncic. Bref, il coche toutes les cases en tout cas pour ne pas se faire d'amis au sein de la fanbase, ça c'est sûr. C'est une forme de révisionnisme. J'appellerais ça comment ? Comme ça, moi. Une forme de révisionnisme de tes paroles. De toute façon, tu es tellement coincé, tellement bloqué qu'il te laisse plus beaucoup d'options. Vas-y, Barn. Et tu as commencé à en parler de cet article de Tim McMahon qui raconte un peu plus l'histoire derrière ce trade qui commence déjà dans la saison 2023 où on parle de l'éviction d'un trainer, je sais pas comment on dit en français, d'un coach physique. Et en fait, on se rend compte que Nico Harrison a petit à petit viré tous les gens qui étaient autour des Mavericks pour mettre ses propres soldats dans la franchise et prendre le contrôle de toute la franchise. Cet article, il est assez révélateur en fait de la personnalité de Nico Harrison. Oui, alors c'est un long article de ESPN que je vous invite à lire si vous comprenez l'anglais. Sinon, vous faites un copier-coller de l'article, vous le mettez dans un truc d'intelligence artificielle et vous dites « résume-moi ça en français ». Mais allez y aller parce que je ne vais pas vous faire l'intégralité du résumé, ça serait très très long. Les gros points, tu en as parlé, Barn, la première étape en tout cas qui est décrite dans l'article, c'est l'éviction, c'est comme ça qu'on dit, enfin bref, le renvoi de Casey Smith, qui était en fait donc déjà quelqu'un de très apprécié chez les Dallas Mavericks, mais surtout quelqu'un qui était là depuis très longtemps. Il était à Dallas depuis quasiment 20 ans. Il s'occupait de tout ce qui était santé, performance. Il était très apprécié, notamment
de Dirk Nowitzki, le plus grand joueur de notre histoire, qui a souvent dit que s'il a eu une carrière aussi longue, c'est grâce à Casey Smith. Et Nico Harrison a viré Casey Smith par visio. Il ne l'a pas fait en vrai. Il me semble que c'était lorsque ils étaient en fait dans l'avion pour la cérémonie du Hall of Fame de Dirk Nowitzki, qu'ensuite Casey Smith n'est pas rentré directement à Dallas, il est allé voir, je crois, sa mère ou sa grand-mère malade dans l'Ohio, et Nico Harrison le renvoie par vidéo déjà. Voilà, donc ça c'est une première pièce dans la machine. Ensuite, il y a tout un enchaînement de luttes, de pouvoir, où en fait il va vouloir mettre ses gars, lui, Nico Harrison, notamment dans l'équipe médicale, et on va avoir petit à petit des tensions entre les personnes qui sont dans le staff, qui vont avoir des opinions différentes, des joueurs qui vont écouter telle ou telle personne, et vraiment des tensions fortes qui vont naître entre les différentes personnes du staff. Ça n'en est pas venu aux mains, mais quasiment. Il y avait vraiment des moments très tendus. Et on termine sur la gestion en fait du cas Luka Doncic, où on sait que les superstars souvent elles peuvent amener un petit peu leur kina, leur membre médical, etc. Ils ont en fait leur propre petite équipe autour d'eux. C'est Luka Doncic, c'est LeBron James, etc. Et en fait il y avait vraiment des gros désaccords. Et la goutte d'eau qui a fait déborder un peu le vase, c'est donc la blessure qu'il y a eu le jour de Noël. Vous vous souvenez là de la blessure qu'il y a eu au mollet. Il y a opposition entre les deux camps. L'équipe côté Dallas, donc en gros les gens qui ont été mis là par Nico Harrison estiment que, et c'est ça qui est lunaire, qu'il pourrait revenir sous 3-4 semaines, alors que l'équipe du joueur dit clairement il faut minimum 6 semaines, et il parlait du 8 février, donc c'est-à-dire le match contre Houston, ce qui est le premier match de Anthony Davis, ce qui est assez drôle quand même, pour une date de retour. Et donc ça l'a pas fait. Il y avait Nico Harrison qui estimait que Luka Doncic devait revenir avec l'équipe pendant les road trips, alors que Luka et son équipe pensaient qu'il valait mieux rester à Dallas pour pouvoir mieux s'entraîner, mieux profiter des infrastructures des Mavericks. Nico Harrison n'apprécie pas du tout cela. Bref, on apprend toutes ces choses-là qui ont amené à ce choix qui a été fait en janvier et février de trader Luka Doncic. Donc voilà, c'est très long. Il y a aussi toute une partie sur la gestion de Dereck Lively, s'il fallait le faire rejouer, s'il fallait pas le faire rejouer, etc. Je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, ça montre vraiment que depuis 2 ans, Nico Harrison, voilà, il est arrivé, il veut mettre ses pieds en place. On en parlait en off tout à l'heure, Nico, tu parlais en fait c'est comme dans les grosses entreprises où tu as des mecs qui vont vouloir juste mettre leur mec à eux pour prendre le pouvoir, pour diriger. Et là, c'est ce qui se passe malheureusement. Donc on ne peut que espérer que cela se termine le plus vite possible, que Patrick Dumont ait une pression si forte qu'il dégage Nico Harrison et qu'on passe à autre chose. Si, j'ai quand même envie de parler de Dereck Lively vite fait parce que apparemment il était prévu de jouer un match et ils sont aperçus au dernier moment qu'il avait une fracture de stress dans son pied. Ils se sont aperçus vraiment juste avant le match, et donc on a posé la question à Nico Harrison pour savoir si son staff était vraiment capable de gérer ce genre de situation. Est-ce qu'ils auraient pas dû voir ça plus tôt? Et en fait, lui, il dit non, mon staff était vraiment le meilleur. D'ailleurs, ils ont évité à Dereck Lively une catastrophe de jouer ce jour-là. Donc, il le tourne en positif alors qu'ils ont frôlé la catastrophe ce jour-là. Ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être que toutes ces blessures qu'on a vues cette saison, ça se trouve c'est par hasard. Et vous vous rappelez quand on parlait de joueurs qui étaient absents, on parlait de par exemple Dante Exum, on n'a aucune nouvelle et du jour au lendemain il est sur la feuille de match. Je me dis c'est peut-être aussi un signe que au niveau médical, au niveau de la gestion des blessures, il y a un peu d'amateurisme. C'est mon opinion, je n'ai pas vraiment de preuves de ça bien sûr, mais c'est quelque chose que je me demande. Ouais. Et non, mais honnêtement, c'est bizarre. Ça pourrait expliquer les choses après. Je veux pas accuser sans savoir. Je vous transmets un peu ce qui était dans l'article. En tout cas, il y a des choses qui sont pour le moins bizarres. Et j'ai envie de dire qu'avoir un joueur comme Anthony Davis qui a eu une carrière avec beaucoup de blessures, ça va mieux depuis 1 an ou 2, mais globalement, sa carrière, il est injury prone. Avoir un Kyrie Irving qui vient d'avoir une blessure très grave et au final avoir un staff médical qui serait
instable, ou je ne sais pas si on va dire incompétent ou pas. Bref, on ne sait pas trop. Ça ne me rassure pas trop. Si notre équipe a été constituée de Mikal Bridges et de Karl Anthony Towns, je serais moins inquiété, tu vois. Mais là, on est sur des joueurs qui ont besoin d'attention sur leur physique. Derek Lively, j'espère que c'est qu'un cas isolé et que c'est pas quelque chose qui va se répéter par la suite. Bref, c'est con, quoi. On est vraiment un mec qui était là, enfin des mecs qui avaient permis à Dirk Nowitzki d'avoir une carrière et à Dallas globalement d'être une franchise plus ou moins épargnée par les blessures. Alors peut-être que c'est de la malchance. Nico Harrison se défend en disant 90% des blessures, ce sont des blessures de contact, c'est des choses, on n'y peut rien. Et je dis pas qu'il a tort. Peut-être même qu'il a raison là-dessus. Mais bon, on est obligé de faire les connexions avec ce qui se passe sur la saison et ce qui ressort dans les articles. Donc bon, c'est compliqué de se positionner sur tout ça, si ce n'est dire que c'est un joyeux bordel, quoi. Ouais, après, j'ai 2 trucs. Ça me passionne pas beaucoup, donc je vais rajouter juste 2 trucs rapides. Le premier, c'est que, comme il l'a dit, pour le coup, là, c'est peut-être la seule fois où j'étais d'accord avec lui, Nico Harrison, c'est que finalement, l'équipe l'année dernière, malgré le départ de Casey Smith, l'équipe était dans une excellente forme physique pendant les playoffs, pendant la saison régulière et pendant les playoffs de l'année dernière, ce qui leur a permis d'arriver en finale. Donc je suis quand même assez d'accord avec sur le constat. Pour moi, c'est surtout dommage. Ça ne veut pas dire que les nouveaux arrivants sont incompétents. C'est ce qu'on peut en tout cas reconnaître, c'est que c'est difficile d'accepter de virer quelqu'un qui avait autant d'histoire, qui était autant d'apprécié, et probablement pour les mauvaises raisons. En tout cas pour des raisons d'ego et de management incompatibles, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, comme tu l'as dit, le dernier truc que j'ajouterais, c'est que ça ressemble quand même un peu à des histoires d'entreprises du CAC 40 avec des environnements un peu toxiques. Hein. C'est un peu exactement la même chose. Donc c'est un peu triste de lire ça. Je rappelle que les structures d'équipe comme NBA, elles sont pas affranchies des environnements et des managements toxiques et des gens qui veulent placer leurs gens parce que ils veulent conforter leur poste, ils veulent être reconnus, ils veulent machin, et que ça, parfois, ça prend le pas sur le pur sportif. Une fois, c'est pas nouveau, hein, ça arrive dans un paquet d'environnements, dans le sport aussi, mais bon, c'est un peu moche, là. Mais c'est un sacré papier, en tout cas, il l'avait annoncé, et c'est un super papier. Si vous l'avez pas lu, il est sur ESPN, je vous invite à le lire. Ouais. Et Dirk Nowitzki qui s'éloigne de la franchise. Ça, c'est quand même un signe qui devrait alerter, et on devrait tout faire pour s'assurer que Dirk reste connecté au Dallas Mavericks, et là, visiblement, ça en prend pas le chemin. Donc, moi, je suis un peu d'accord avec Quentin. J'aimerais qu'il se fasse dégager pour pouvoir repartir sur une page un peu plus blanche. Et puis, les environnements toxiques, ça impactera les joueurs, ça impactera l'équipe, ça c'est sûr. Oui, bah après, de toute façon, s'il veut faire quelque chose, le Pat Dumont, c'est maintenant, hein, de toute façon. Hein, ça va être le moment, là, la saison est terminée, ça va être le moment d'agir. Hein. Donc, pour moi, les semaines qui vont arriver vont être le moment où il va falloir prendre une décision. Faut le faire avant la draft. Et il faut le faire pour bien préparer l'année prochaine. Donc après, je ne sais pas du tout ce qu'il a en tête, l'ami Papat. Là, il va juste le gronder, lui mettre une fessée, où il va faire des gestes un peu plus significatifs de ça et reconstruire un peu plus globalement. À voir. Ouais. Je sais pas, je suis pas très, très optimiste pour que Harrison se fasse virer sous peu. Ou alors il faudrait qu'en fait, je sais pas quel événement il pourrait y avoir, mais en fait, il faut que l'engouement populaire continue. Je pense vraiment que les rassemblements qu'il y a eu devant le stade, les multiples Fire Nico pendant le match de Luka, qui ont été quand même forts et constants tout le match, tout ça, c'est des choses qui montent au cerveau de l'ami Dumont, là, qui se rend compte oh bah tiens, il a peut-être fait de bêtises, lui. Il faut que ça continue, en fait. Il faut qu'on continue de parler de ça dans les médias, de à quel point c'est le pire trade de l'histoire, etc., pour qu'en fait, il se rende compte que pour sauver ses miches à lui, il n'est pas d'autre choix que trader Harrison. J'ai pas l'impression qu'on parte sur ce chemin-là actuellement. On verra, hein, mais je pense que c'est lui qui va faire malheureusement nos choix pour la draft à venir. Après, bon, hormis ce trade de Luka Doncic, il a quasiment toujours fait des très bons choix, l'ami Harrison. Donc peut-être que là, ils vont en faire un nouveau pour la draft. Je sais pas. Ça ne change rien le fait qu'il doit dégager de notre franchise. Merci les gars. Allez, j'espère qu'on a clôturé la saison. Allez, on va clôturer sur une note positive. Vous allez me rappeler vos équipes là pour les playoffs. Enfin, je crois que Quentin, toi, c'est Indiana Pacers. T'es toujours chaud sur les Pacers. Ouais. Alors, juste, je l'ai réexpliqué sur Twitter. Hein.
Je n'ai pas envie que les Lakers gagnent, mais j'ai envie que Luka Doncic soit exceptionnel. Parce que, tiens, parfait pont, Barn. Ce que je racontais à 30 secondes, là, la pression constante qui doit continuer, la pression populaire. Si Luka Doncic, il enchaîne les matchs à 40 points, à des triples-doubles, et que les Lakers y gagnent, etc., je peux vous assurer que ça, c'est une excellente pression pour faire virer Harrison. Si les Lakers sortent au premier tour, ça va être dur. S'ils vont en finale de conférence, voire en finale NBA, là, je pense vraiment qu'il peut dégager. Donc, je vais supporter Luka Doncic, mais je ne peux pas dire que je supporte les Lakers, évidemment. Sinon, par contre, les Pacers, effectivement, c'est une équipe que je kiffe bien pour plusieurs raisons. Il y a Rick Carlisle, c'est une équipe qui joue très collectif. Il n'y a aucune superstar, mais c'est des joueurs qui cliquent très bien tous les uns avec les autres. Je pense qu'ils vont passer les Bucks assez facilement et que ça va être une magnifique série face à Cleveland après et qui pourrait nous refaire le coup de l'année dernière où on a tendance à l'oublier. Ils sont allés en finale de conf. Donc, ouais, moi, je vais suivre et supporter Indiana dans ces Pacers. Et puis après, un petit œil quand même pour Jalen Brunson et puis pour Tim Hardaway Jr. parce que je pense qu'on est tous contents de voir Détroit revenir un peu sur le devant de la scène. Ils ont gagné leur premier match cette nuit là depuis. Voilà, je ne sais pas ce que vous faisiez vous en 2008, mais moi je faisais pas grand chose depuis 2008 je crois. Donc voilà, c'est plus les équipes de l'Est on va dire qui m'intéressent, enfin pour l'instant, même si à l'Ouest c'est quand même des très belles équipes et on les connaît, donc voilà, j'ai envie de m'éloigner de l'Ouest. D'ailleurs l'ami Tim Hardaway Jr. il a été cataclysmique hier soir. 0 sur 10 je crois, il a fait une Klay Thompson. Mais ce qui n'a pas empêché Cade Cunningham, qui est comme un natif de Dallas, il est de Arlington. Donc c'est le local guy qu'on aurait bien aimé avoir, de faire un immense match et de confirmer un peu tout le bien qu'on peut penser de lui. Bon, belle série là, Nico, t'es Knicks, parce que je rappelle aux auditeurs quand même que t'es un fan des Knicks à la base. Moi, écoute, ayant grandi dans ces années où les Knicks étaient brillants quand même, c'est dire mon âge avancé. Oui, forcément, je regarde un peu les Knicks. Et puis j'ai une bonne raison en plus avec Jalen Brunson. Enfin, j'ai plein de bonnes raisons, mais je suis content de voir Jalen Brunson, qui lui encore a été brillant d'ailleurs sur les 2 matchs, particulièrement hier. Donc cool de voir un peu les Knicks remporter. Quentin, il veut me dire quelque chose. Oui, est-ce que vous savez qui, parce que les Knicks, c'est quand même l'équipe qui fait le plus jouer ces titulaires qui sont relativement en forme. Est-ce que vous savez qui est embauché dans le staff médical des Knicks aujourd'hui ? Casey Smith, et oui, Smith. Évidemment, celui dont on parlait, qui est parti à New York et qui a rejoint Jalen Brunson. Donc je pense pas que non plus ça soit quelqu'un d'incompétent, l'ami qui s'est fait dégager par... D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup de blessés, les Knicks, il me semble. Ouais. Bon, ils ont Michael Bridges et Karl Anthony Towns qui font partie des joueurs les plus fiables qui existent au monde, mais oui, ils n'ont pas trop de blessures. Ouais, d'ailleurs, Jalen Brunson en profitait pour rappeler combien il était ravi de l'avoir autour de lui et combien c'était une forme de confident, blablabla. Enfin, bon, en gros, c'est la grande relation d'amour pour toute personne qui est avec Casey Smith, sauf à peu près Nico Harrison, ce qui est un peu décevant. Donc ouais, moi je suis les Knicks et je regarde aussi d'un œil les voisins de Houston parce que je suis curieux du projet de Ime Udoka et de la défense. La défense très serrée qu'il apporte et le basket qu'il apporte. Donc ils sont sur une série intéressante là. Alors, à défaut d'aimer les Rockets, je suis pas un grand fan, mais en tout cas je trouve que le projet il a bien décollé. Magnifique métaphore d'ailleurs. Les Houston Rockets, le projet a bien décollé. Je suis curieux de voir où est-ce qu'ils vont s'arrêter. On va suivre ces playoffs et puis aussi on va suivre la loterie, c'est en début mars, 12 mai. Mi-mai, pardon, mi-mai. 12 mai les amis. 12 mai. 3 jours après mon anniv, donc si je peux avoir un Cooper Flag ou un Dylan Harper, avec grand plaisir. Si les dieux du basket peuvent m'entendre, on a trop souffert cette année. Mettez-nous la bonne combinaison, un pick 1 ou 2, on n'en parle plus, ça sera pardonné. Est-ce qu'on parle du derby lyonnais aussi, du derby entre Lyon et hop, c'est bon. Je rappelle aussi que la deuxième passion de Quentin après les Mavericks, c'est l'Olympique lyonnais. Donc il a eu une semaine compliquée. On va pas remuer le couteau dans la plaie cette fois-ci. C'est le couloir de la mort. Ouais, fin de saison. Bon allez les gars, je vous souhaite une bonne semaine. On se voit la prochaine fois. On essaie de parler de l'intersaison des Mavericks. Et puis, on va essayer de voir comment va se dessiner l'avenir. Merci pour cette émission. À la prochaine. On se voit à Cancun. À bientôt. Merci tout le monde. Salut.